Ah, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mercredi 4 décembre 2024. 8h30, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas fait maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages. Toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux aussi qui vont partager la vidéo, la commenter et écraser le petit pouce en l'air. Wow, quelle époque! Quelle époque dans laquelle on vit. On est chanceux d'être là, mais en même temps, ta tête, si tu suis les nouvelles en continu, tu as la tête qui va spinner, spinner, spinner. Les médias sont des professionnels du spinage, professionnels de la désinformation, professionnels aussi de la démagogie. Et on va aujourd'hui plonger dans la démagogie des médias. Mais avant toute chose, je veux vous partager des nouvelles qui, quand même, wow, nous rappellent qu'on est dans une époque très étrange. La Corée du Sud vient de mettre en place la loi martiale. Wow! La loi martiale. Les Sud-Coréens sont descendus dans la rue mercredi, donc aujourd'hui, pour une journée de colère dirigée contre le président Yoon Suk-yeol, dont la tentative avortée d'imposer la loi martiale a suscité colère et consternation dans cette démocratie dynamique. Les rues de Séoul ont été envahies par des manifestants et des policiers tout au long de la journée, tandis que les syndicats ont appelé à une grève générale et que l'opposition a exigé du président qu'il démissionne et soit accusé d'insurrection. À l'extérieur de l'Assemblée nationale, où quelques heures plus tôt, les députés avaient voté pour bloquer la déclaration de la loi martiale, la foule était unie dans sa colère contre l'ancien procureur conservateur. C'était un coup d'État personnel destiné à se protéger lui-même et sa femme, a crié un homme, une référence à la myriade de scandales qui ont englouti la première dame depuis le début du mandat de Yoon en 2022. Avec peu de signes de fatigue après une nuit blanche au cours de laquelle il craignait que Yoon ne tente de renverser les décennies de progrès démocratique, la foule a brandi des pancartes multicolores et chanté l'hymne national de la Corée du Sud. L'opposant politique, Cho Kuk a accusé Yoon d'avoir tenté un coup d'État par trahison, rébellion militaire et violation des dispositions constitutionnelles et légales. L'ancien candidat à la présidence, Lee Jae-myung, qui a diffusé en direct son saut nocturne par-dessus une clôture pour entrer dans le Parlement, a salué les citoyens qui ont risqué leur vie, prêts à affronter les balles pour défier la déclaration de la loi martiale. Il a déclaré que le président avait perdu toute capacité à porter un jugement normal et raisonnable. Un autre responsable de l'opposition décrit Yoon comme quelqu'un d'anormal. Un président anormal avec une épouse présidentielle anormale a essayé de protéger un pouvoir anormal, un haut responsable du Parti démocrate. Les législateurs de l'opposition ont suivi l'événement en soumettant une motion de destitution de Yoon qui nécessite le soutien des 2/3 du Parlement et d'au moins 6 juges de la Cour constitutionnelle. La motion pourrait être soumise au vote d'ici vendredi. Les manifestations qui ont éclaté à travers Séoul ont également vu apparaître de nombreux jeunes visages qui ont déclaré que l'expérience leur avait fait prendre conscience de la fragilité de la démocratie durement gagnée du pays, rappelant les manifestations de 2016 qui ont renversé l'ancienne présidente, dont je vous épargne la prononciation de son nom. Nous devons le défendre notre démocratie, blablabla, blablabla. Bon. D'autres se sont choqués de voir que le pays, dirigé pendant des décennies par une série de régimes autoritaires, était si près de revenir sur près de 40 ans de démocratie. C'était comme si cela sortait tout droit d'un manuel d'histoire. Mais là, ce que j'essaie de comprendre, puis dans l'article ici que je vous ai lu, de France 24, il n'y a aucune explication des motifs pour la déclaration de cette loi martiale. C'est ça qui est étrange. J'aurais aimé ça qu'on m'explique pourquoi le président a décidé de déclarer la loi martiale. Donc, il y a eu beaucoup de manifestations, naturellement. The South Korean president declaring martial law in a late-night TV address. CNN's Mike Valerio joining us now
from Seoul. Mike, I know the detail pretty sketchy at this point. What do we know? Well, we have disturbing details that are just crossing the Reuters wire, Becky, as our colleagues and team of journalists are sorting through what this means. Reuters reporting at this hour that all media in South Korea are coming under the control of martial law command in South Korea. What that means for us. Donc, il semble expliquer, le correspondant de CNN, les vraies nouvelles, que tous les médias maintenant se rendent sous le contrôle du gouvernement. Here at CNN, unclear. Our bureau's broadcasting from the heart of Seoul, South Korea. But protesters, according to information that is just coming into our bureau here, are being told by law enforcement that they can be arrested without any warrant. Donc, les manifestants peuvent être arrêtés sans accusations ou avertissements. This new chapter of martial law that has begun just about an hour and a half ago. So to bring our viewers up to speed, what exactly we're dealing with here, the president of South Korea, Yoon Suk-yeol, comes on TV in an unannounced address to the nation and says, Becky, because of what he described as elements of government that are, from his view, sympathetic to North Korea. Donc, il dit qu'il y a des éléments, le président prétend qu'il y a des éléments, il est arrivé avec ça sans avertissement, avec une annonce télévisée, qu'il y a des éléments dans son gouvernement qui sont pro-nord-coréens. To communist forces, because aux forces communistes. Of those things and others, he is declaring martial law. Et à cause de ça, il déclare la loi martiale. Donc, un petit peu plus de détails au moins ici là, sur les motifs, parce que dans l'article de France 24, il n'y a aucune mention des motifs, parce que tu n'arrives pas juste pour déclarer une loi martiale comme ça, sans avoir, même s'ils ne sont pas fondés, des motifs ou des appréhensions, des prétextes. For the first time since this country has been ruled by military dictatorship in the 1980s. Now, we are trying to sort through what this means for democracy in this bastion. Bon, eux, avec leur démocratie, là, je suis plus capable d'entendre ça. 국민 여러분, 있습니다. 현재 원내대표 역시 국회 안에 도착한 상태고요. 더불어민주당 의원들도 현재 국회 본회의장에 모여 있고 도착하고 있는 상태입니다. Donc, on peut voir des gens qui s'infiltrent, ou ça semble être plutôt des forces de l'ordre. En tout cas, une situation très étrange. On va suivre ça. Je ne sais pas ce qui arrive, c'est quoi les derniers développements, mais on en est rendu là. OK, je vais passer à l'autre nouvelle que je voulais vous partager, qui est quand même assez importante, et ça concerne ce qui s'en vient dans les prochains mois, surtout avec l'élection de Donald Trump, la victoire de Donald Trump. La Chine annonce une interdiction d'importation de minéraux rares aux États-Unis. La Chine a annoncé mardi qu'elle allait interdire l'exportation de plusieurs minéraux rares vers les États-Unis. Une escalade de la guerre technologique entre les deux plus grandes puissances mondiales. Cette décision intervient un jour après que l'administration Biden a restreint l'accès de la Chine aux technologies américaines avancées. Cette interdiction témoigne de la volonté de Pékin de s'engager dans une guerre dans la chaîne d'approvisionnement. Ouais, ce qui nous attend, c'est vraiment très perturbant. En bloquant l'exportation de composants importants utilisés pour fabriquer des produits de valeur comme les armes et les semi-conducteurs. Donc, ça nous ramène justement aux décisions vraiment sans fondement, douteuses et seulement financières de nos gouvernements corrompus qui ont laissé entrer la Chine dans l'Organisation du commerce mondial avec la présidence de Bill Clinton, un des présidents les plus corrompus de l'histoire américaine. Et on a vu après ça toutes nos entreprises fuir nos pays
où les impôts sont trop élevés. Donc, si les impôts sont trop élevés et les coûts de production sont trop élevés pour nos entreprises, imagine le poids qu'il y a sur le citoyen en Occident, au Québec, entre autres. C'est hallucinant. Donc, ces gens-là sont tous partis dans un mouvement qui a duré plus de 20 ans, on le sait, qui est allé, en fait, dans une espèce de... Je ne sais pas si c'était organisé de cette façon-là ou si c'était voulu, mais en tout cas, ça semblerait que oui. S'assurer que la Chine devienne puissante avec eux aussi la représentation, dans le fond, du complexe industriel comme intérêt. Et là, tu te retrouves dans une situation complètement farfelue, stupide, où ton corps militaire qui est là pour te défendre contre des agressions, mais on n'a pas d'agression, mais en tout cas, c'est nous autres qui allons plutôt agresser les autres, mais les intérêts industriels. Les armées sont là pour protéger les intérêts industriels et non pas tes frontières, parce que jusqu'à nouvel ordre, j'ai pas vu de pays européen envahi par qui que ce soit d'autre. Des ennemis qu'on nous bâtit puis qu'on nous construit. OK? Dans le complexe médiatique. J'ai pas vu de pays venir envahir le Canada, le Québec, les États-Unis. J'ai vu plutôt l'inverse. J'ai pas vu de pays aller envahir des pays d'Europe. Si on fait exception au Troisième Reich, on voit pas ça. C'est plutôt l'inverse. Mais là que tu donnes tout ce dont tu as besoin pour l'armement moderne entre les mains de ton ennemi numéro un, c'est pas vraiment très intelligent, mais dans la haute sphère du complexe industriel et politique, du culte qui nous gouverne, ça fait bien leur affaire, puis il n'y a pas de logique pour nous autres là-dedans. Les ventes de gallium, de germanium, d'antimoine, je pense que des ventes d'antimoine, on en aurait besoin au Vatican. Et de matériaux dits extra durs aux États-Unis seront immédiatement interrompus au motif qu'ils ont une double utilité militaire et civile, a indiqué le ministère chinois du Commerce. Les exportations de graphite seront également soumises à un contrôle plus strict. La Chine est au cœur de nombreuses chaînes d'approvisionnement mondiales, mais elle s'est généralement abstenue de restreindre ses propres exportations pendant la première administration Trump, préférant prendre des mesures plus limitées, comme acheter du soja au Brésil, plutôt qu'aux États-Unis, mais de hauts responsables chinois craignent que le président Trump, qui vient d'être réélu, envisage des politiques plus strictes dès son retour à la Maison-Blanche. Trump a promis d'imposer de lourdes taxes douanières sur les produits en provenance de Chine et de rompre encore davantage les relations commerciales entre les deux pays. Cette décision est l'une des plus agressives jamais prises par la Chine pour contrer les politiques de plus en plus restrictives du gouvernement américain, pourrait laisser présager de nouveaux conflits économiques après l'entrée de Trump à la Maison-Blanche. Je vous laisserai cet article-là dans la boîte de description. Maintenant, il y a quelque chose d'autre que je voulais vous partager. Et ça nous vient du Télégraphe. L'Europe est à nouveau au bord de l'apocalypse financière. Cette fois, elle ne fera peut-être pas marche arrière. Le chaos politique et budgétaire en France menace la grande expérience de l'Union monétaire européenne. Comme ils ont ri lorsque la réputation durement acquise de la Grande-Bretagne en tant que gouvernement pragmatique et stable a basculé dans le chaos au lendemain du vote pour le Brexit. Comme ils se sont réjouis et ont jubilé en disant « Je vous l'avais bien dit » lorsque Liz Truss a jeté toute prudence aux oubliettes et, dans un acte d'imprudence, a coupé le souffle, a présenté un mini-budget de réduction d'impôts non financés qui, à la fois, a écrasé le livre sterling et a fait monter en flèche les taux d'intérêt. J'étais à Washington pour la réunion annuelle du Fonds monétaire international lorsque la Banque d'Angleterre a été obligée d'intervenir pour sauver le marché des obligations d'État de l'oubli et le sentiment de schadenfreude parmi les décideurs politiques mondiaux était palpable. La fausse inquiétude pour un pays qui semblait avoir perdu le Nord
ne pouvait plus dissimuler la joie que beaucoup ressentaient face au malaise de la Grande-Bretagne. Ils s'en délectaient. La situation s'est inversée, c'est à nouveau la zone euro, et en particulier la France, qui est sur le banc des accusés. La Grande-Bretagne, au contraire, apparaît comme un arbre de stabilité et de bon sens relatif. La situation est inversée. Il est vrai que la popularité de Sir Keir Starmer a chuté depuis son arrivée au pouvoir, c'est sûr, un gouvernement de wacko. Il est également vrai que le premier budget de son chancelier a été déchiré en lambeaux par le tribunal de l'opinion publique. C'est parce que c'était horrible pour un gouvernement supposément travailliste. Les chefs d'entreprise, les agriculteurs et les retraités sont en colère. Mais comparé au chaos politique et fiscal qui a englouti la France, la position de la Grande-Bretagne semble être celle d'un pays calme et sûr de lui. L'augmentation d'impôts de 40 milliards de livres annoncée par la chancelière Rachel Reeves il y a un peu plus d'un mois est extrêmement impopulaire, mais nous pouvons au moins être raisonnablement confiants qu'elle se produira réellement et que les marchés de la dette resteront donc relativement conformes. Ce n'est pas le cas de la France, où les tentatives de combler un déficit budgétaire persistant de 6 % avec 60 milliards d'euros, 50 millions de livres sterling d'augmentation des impôts et de réduction des dépenses se sont heurtés à une opposition politique apparemment intraitable qui, au moment où nous écrivons ces lignes, semble vouée à couler le gouvernement de Michel Barnier et peut-être aussi la présidence de Macron avec lui. Mais pour ceux qui connaissent bien le fonctionnement byzantin de la Constitution française, il est difficile de savoir comment l'impasse actuelle pourrait se dérouler. Mais sur les marchés financiers, les sonnettes d'alarme sonnent déjà presque aussi fort qu'au plus fort de la crise de la dette de la zone euro de 2009-2012. Si un tout petit pays comme la Grèce peut menacer la grande expérience européenne d'union monétaire, comme ce fut le cas à l'époque, imaginez ce que pourrait faire une grande économie comme la France, l'une des pierres angulaires de l'union économique et politique plus large de l'Europe. L'Europe se trouve une fois de plus au bord du précipice, le regard fixé sur l'abîme, elle s'est trouvée dans cette situation à tant de reprises pour finalement s'en tirer ou s'en retirer la dernière minute, qu'il faut supposer qu'elle trouvera un nouveau moyen de s'en sortir. Mais à ce stade, la situation semble désespérée. La situation ressemble à certains égards à la menace d'un arrêt des activités gouvernementales qui pèse systématiquement sur Washington lorsque les parlementaires refusent de relever le plafond de la dette. C'est complètement hallucinant. On est dans des... Tu te rends compte que le système actuel est vraiment malade. Le système actuel ne représente pas la population, le système actuel représente les banques, on parle juste de financement toujours et de dette. Moi, j'ai 62 ans, ça fait 50 ans que j'entends parler que c'est la fin du monde, il n'y aura plus de ceci, de cela, la dette est trop élevée. Je peux te dire une chose, il imprime de l'argent comme tout se respire. Donc, c'est un scam incroyable. Je ne comprends pas que ça dure encore, ce scam-là. Tu te fais prendre 5 piastres dans ton sac à main, puis tu vas appeler la police, puis on va venir t'arrêter. Puis on est rendu à des quintrilliards, de quintrilliards, de quintrilliards, je ne sais plus comment, combien d'argent imprimé, volé, brûlé, détruit dans des guerres, des centaines, des millions de victimes sur ces chantiers de guerre-là, des exploitations de population partout. La dernière en liste, celle pour plaire aux diplômés d'université qui s'achètent des voitures électriques parce qu'ils pensent qu'ils vont sauver la planète, mais qui continuent à consommer comme des gens en pleine crise de bipolarité. C'est complètement cinglé. Donc, cette dernière folie des gens éduqués, les cols blancs, hein, c'est une des pires crises environnementales qu'on est en train de créer avec cette frénésie pour les voitures électriques, surtout au Québec. Je capote, il y a une explosion d'achats de voitures électriques au Québec. Ça te démontre à quel point le Québécois est conformiste, bien dompté comme un petit chien de poche. L'autre nouvelle, il y en a une autre que dont je voulais te parler, ça concerne un pays qu'on connaît beaucoup, nous, ici, hein? Un autre pays où il y a des tyrans règnent et où ils sont adorés par nos tyrans à nous, hein? Les louanges qu'on a... qu'on a claironné à la mort de Fidel Castro, c'est hallucinant. Tous ces gens qui prétendent défendre la démocratie, puis ils veulent te convaincre qu'il faut continuer à envoyer des milliards en Ukraine.
Moi, je peux pas comprendre comment tu peux... Au moins, sois silencieux. Quand Fidel Castro est mort, tu as vu les Justin Trudeau, les Emmanuel Macron, tous les gauchistes de notre communauté de Waco, louanger un tyran. C'est hallucinant, puis il n'y a aucun progrès qui a été fait là en Cuba. C'est un pays qui est dans la plus grande misère, alors qu'il pourrait être un des pays peut-être les plus prospères de ce type de destination et de pays des Caraïbes. C'est hallucinant. Le réseau électrique national de Cuba s'est effondré tôt mercredi matin après la panne la plus grande de la plus grande centrale électrique du pays, annoncé le ministère de l'Énergie et des Mines, plongeant des millions de personnes dans le noir. Là, ça fait des semaines et des semaines, même quelques mois, qu'il y a des pannes de courant qui touchent des millions de Cubains. Plusieurs pannes de ce type ont frappé le pays au cours des 2 derniers mois, alors que les systèmes de production d'électricité sont tombés en désuétude en raison de pénuries de carburant, de catastrophes naturelles et de la crise économique. On sait, le réseau électrique cubain fonctionne au pétrole. Le ministère des Mines a déclaré qu'il travaillait à reconnecter le système électrique. Wow! Vraiment? Pas un cadeau, pas un cadeau. Pendant ce temps-là, tu as les Waco d'Angleterre qui continuent à viser l'objectif du zéro émission net. Et ça, on est obligé d'admettre maintenant, ça va obliger les gens à changer leur mode de vie. Déclare le travailliste de la Commission de l'énergie, Bill Esterson, qui lui ne sera pas touché par ça, naturellement. Il ne faut pas que tu oublies que toutes les deux ne seront pas touchées par ça. C'est une attaque contre le peuple. Il n'y en a plus de classe moyenne. Oublie ça, la classe moyenne est morte, enterrée. On est tous des pauvres. Tu as des pauvres qui sont plus confortables que d'autres pauvres, mais on est tous dans la pauvreté, OK? Une vraie classe moyenne, c'est comme quand tu l'avais dans les années 60-70, quand elle a pris naissance dans nos pays. Une classe moyenne, c'était des gens qui travaillaient, puis qui avaient les moyens de se payer des choses cash, de ne pas s'endetter, de se payer des vacances à chaque année, de se payer un petit peu de luxe, puis de mettre de l'argent de côté. Oublie ça. C'est fini. Ce qu'on veut, c'est te dépouiller des derniers, progrès qui ont sorti le peuple de la misère du Moyen Âge, où l'élite royale possédait tout, et où le bon peuple vivait dans la merde, la pisse puis la boue. Avec la grande expérience américaine, la création de cette expérience-là, tu as eu l'émergence d'une classe de travailleuses, du peuple, vers l'accès à un petit peu de bonheur, un petit peu de luxe, puis un petit peu d'argent. Tout ça, c'est fini. Et cette idée de l'objectif du net zéro, c'est pour te dépouiller totalement de tout ce que tu as comme plaisir et liberté, de te déplacer. C'est rien d'autre que ça. Parce que c'est une utopie, c'est un mensonge de toute pièce. Je veux que tu comprennes que le net zéro, avec toutes ces belles grandes valeurs de grandeur, c'est du n'importe quoi. Le complexe militaire mondial a besoin d'à peu près... Le complexe militaro-industriel américain a besoin de 200 millions de barils de pétrole par année. C'est pas le plus gros, là, des complexes militaires. Pense à la Chine. Pense à tous les véhicules militaires de la planète. Pense à tous les véhicules civils de la planète, l'agriculture, le transport, les bateaux, les trains, les avions. Pense à tout, comme Cuba, on vient de le voir, ça fonctionne au pétrole, le réseau électrique, ça doit prendre pas mal de pétrole, ça là. Tu as besoin, en ce moment, on produit 100 millions de barils de pétrole par jour. Bouge pas. Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter de nous prendre des imbéciles. Donc, en 2023, le monde a produit 96,4 millions de barils de pétrole par jour, ce qui constitue un record historique. Les 5 premiers producteurs de pétrole en 2022 étaient les États-Unis, 14% de la production mondiale, l'Arabie saoudite, 13,2%, la Russie, 12,7%, le Canada, 5,6% et l'Irak, 5%.
1,5. Wow! On produit en moyenne, depuis plusieurs années, presque 82 millions de barils de pétrole par jour. La production mondiale au 25 septembre 2024 était de 96,4 millions pour 2023, les données, là. Presque 100 millions de barils de pétrole par jour. Le net zéro, là, c'est juste toi avec ta petite voiture. Le reste, ça va continuer à faire. C'est du n'importe quoi. Mais le bon peuple qui est endoctriné, puis le bon peuple qui a toujours le cœur sur la main, est prêt à tout donner, se faire dépouiller pour plaire à l'élite qui veut tout lui enlever. C'est le monde à l'envers. Moi, des fois, là, je te dis que, waouh, on n'est pas sorti de l'auberge, comme dirait l'autre.